Un redressement n'est pas qu'une affaire d'outils et de méthodes. C'est d'abord un combat qui suppose tout d'abord de convaincre et de se dévouer à une cause qui va transcender les difficultés, la cause du redressement. C'est beaucoup plus qu'un projet. Bon, cela étant dit, il faut bien intégrer en effet la spécificité des situations spéciales. Il faut aller très vite. Il faut impérativement réussir car les conséquences d'un échec, même partiel, sont graves. L'enjeu d'amélioration est important. La pression financière est constante, notamment sur le cash flow et le financement. Et il faut également reconnaître que les équipes de direction n'ont que peu d'expérience de ces situations. Les parcours professionnels dits brillants ou experts évitent souvent les situations à problème. En outre, elles font face à une charge de travail exponentielle. Ensuite, quitte à se livrer à une lapalissade, les équipes qui ont plongé une entreprise dans les difficultés n'ont pas nécessairement toute capacité à la redresser. Recrutement, conseils extérieurs sont souvent nécessaires. Le diagnostic et le plan de sécurisation du cash sont incontestablement les deux premières étapes d'un plan de redressement. Le diagnostic tout d'abord. Quelle est l'origine des difficultés? Comment la situation actuelle évoluera-t-elle à 6-12 mois si rien n'est fait? De combien avons-nous besoin et quand? Avec quel levier? Le diagnostic est un exercice assez difficile. En effet, il faut aller rapidement au fond des causes et envisager ce qui est possible a priori pour construire les bases du plan qui suivra. L'expérience aide grandement. Il est frappant de constater que ce diagnostic est souvent incomplet alors que toute la qualité du plan en découle. L'urgence, la fierté collective, l'appréhension, parfois même une sorte de déni, le manque de temps ou de compétences justifient souvent que l'entreprise n'a qu'une compréhension très partielle de sa propre situation et surtout des enjeux d'amélioration. Deuxième point spécifique, la sécurisation du cash. Cela comporte notamment un suivi fin de la trésorerie, la conduite de points d'amélioration, la primauté donnée au cash sur le résultat comptable, les arbitrages. En situation normale, le cash est souvent le domaine réservé de la direction financière. Ici, c'est l'un des nerfs de la guerre qui implique directement la direction générale et l'ensemble des équipes de direction dans leurs décisions et leur quotidien. Le volet cash permet de dégager des actions d'urgence. Actions sur le BFR, largement optimisées le plus souvent, poste client, fournisseur, stock et actions de financement. Il est essentiel de dérisquer autant que possible le plan, car l'échec ou le retard ont des conséquences très graves. La première chose à faire est d'établir un plan d'action large. Cela permet de répartir et démultiplier la tâche sur toutes les fonctions de l'entreprise et donc de répartir les risques. Notamment, un plan de redressement doit comporter un volet top line, efficacité commerciale, marge, effet de mix, voire innovation. Trop de plans se focalisent seulement sur les coûts. Un plan de réduction des effectifs constitue un autre pan essentiel du redressement. Effectifs et autres frais fixes d'ailleurs, car il existe souvent d'importantes économies latentes dans les frais de fonctionnement. S'y ajoutent le plus souvent d'autres programmes opérationnels, notamment autour de la supply chain, achat, production, stock. Enfin, dans les entreprises diversifiées, des cessions ou des arrêts ponctuels d'activité sont souvent nécessaires. Ces plans multiples exigent un pilotage et un reporting particulièrement fin et l'implication permanente de l'équipe de direction. Premier enseignement. On obtient généralement des résultats importants dans la top line. C'est ainsi qu'un groupe de produits de consommation a développé son chiffre d'affaires et la valeur de ses titres de près de 50% en un peu moins de 3 ans, partant d'une situation compliquée. Deuxième enseignement, le passage de l'entreprise en mode projet. C'est l'antithèse des organisations verticales et en silo que l'on rencontre encore trop souvent. Passé l'effort de mise en place, le comité de direction et les équipes y prennent goût à tel point que ces approches subsistent souvent après la première phase du plan. Troisième enseignement. Il est frappant de constater à quel point certaines approches peuvent être compactées. La créativité naît du travail en commun et de l'obsession du délai. Quatrième enseignement, le volet social n'est pas nécessairement le plus complexe, même s'il est bien sûr le plus sensible. Le défi n'est pas d'ordre juridique. Les règles sont claires et les experts sont disponibles. Le sujet requiert surtout une forte implication dans le dialogue social et beaucoup de travail pour monter une nouvelle organisation qui soit efficace. Et bien sûr, le dirigeant ou la dirigeante joue un rôle clé dans le pilotage, la communication et la présence sur le terrain. Il ou elle doit aborder une démarche entrepreneuriale, à savoir partir du principe que le résultat doit être atteint, même si le plan initial patine, qu'il existe toujours d'autres solutions, ce que les anglo-saxons appellent la resourcefulness, intraduisible en français.
S'il mène le plan avec son équipe dans cet état d'esprit, s'il le pilote avec son énergie, mais aussi avec son âme, le dirigeant progressera vite sur la voie du redressement.